I'm Sir Duncan the Tall. I'm Tansel. Cet épisode suit la quête de Dunk pour trouver un noble seigneur qui puisse se porter garant de son défunt maître, ce qui le met sur la voie de la prise de conscience. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Ce n'était qu'une question de temps avant que les Targaryens ne débarquent dans la série. Ce n'est pas forcément un mal, mais la Maison du Dragon a tendance à monopoliser l'attention dès qu'elle en a l'occasion. C'est ce qui arrive quand George W.R. Martin centre la plupart des histoires de la saga sur la dynastie Targaryen. Parmi la multitude de personnages qu'il a créés, sa famille préférée est assez évidente. Il faut reconnaître à Ira Parker, co-créateur et showrunner, le mérite d'avoir judicieusement intégré les Targaryens dans le deuxième épisode, non pas comme élément central de l'histoire de Dunk, mais comme un prolongement de celle-ci. Leur présence éclaire les frustrations de Dunk face aux seigneurs qui ont oublié Sir Harlan de l'Arbre Sous, tout en déconstruisant l'idée que pouvoir immense rime toujours avec arrogance. Cette confrontation avec la complexité de la nature humaine arrive à point nommé pour Dunk, dont la confiance s'effrite au moment même où il atteint un point de non-retour. À l'instar de l'épisode précédent, la première partie du deuxième épisode voit Dunk justifier son titre de chevalier en prouvant l'honneur de Sir Harlan. Grâce à des flashbacks plus longs, Sir Harlan est dépeint sous tous ses aspects. Peut-être même un peu trop. L'épisode aurait pu se passer d'une scène frontale où Sir Harlan urine. On peut légitimement se demander à quel but ces scènes gratuites servent, si ce n'est à faire rire le spectateur. Mais cela ne marche pas avec tout le monde, et ça reste un peu déplacé. Hormis cette image grossière, les flashbacks sont plus réalistes que les descriptions que fait Dunk de son défunt mentor. C'était un buveur invétéré, un coureur de jupons et un piètre combattant. Cela ne laisse guère penser que Dunk ait beaucoup appris du vieil homme, et il se demande même s'il ne s'est pas embarqué dans une aventure qui le dépasse. La série donne l'impression au spectateur que les paroles de Dunk ne sont pas dignes de confiance. Il est dépeint comme un homme vivant dans un monde imaginaire, poursuivant un rêve soutenu uniquement par un jeune garçon tout aussi ambitieux. Le plus troublant est que Dunk ne gagne sa confiance qu'après avoir obtenu l'approbation des Targaryens. Dans un acte de courage, Dunk s'adresse aux plus hauts responsables pour figurer sur les listes. Dans une autre partie de la chronologie, les Targaryens l'auraient sans doute éconduit en lui riant au nez. Mais car Targaryen se contente de le faire, en soupirant et en levant les yeux au ciel, tandis que Baelor non seulement l'écoute, mais se souvient de Sir Harlan, comme d'un vaillant chevalier à son apogée. S'il est agréable de voir un Targaryen faire preuve de bonté envers les petites gens sans rien attendre en retour, on a l'impression que les Targaryens introduits dans cet épisode sont une copie conforme des dynamiques familiales Targaryens de House of the Dragon. En tant qu'héritier du trône de fer, Baelor ressemble à Viserys, mais sous un jour plus généreux. Et puis il y a Mekar, son frère cadet acariâtre, et prompt à l'insulte, à l'image de Daemon Targaryen. Finalement, dès sa première interaction avec Dunk, Aerion, le fils de Mekar, se retrouve au rang des Targaryens les plus méprisables. Sa manière d'être ne saurait le sauver d'un mélange désastreux entre Daemon, Aegon II et Viserys Targaryen. Étant le deuxième spin-off centré sur la famille Targaryen, le recyclage des archétypes Targaryens pourrait être un signe inquiétant que cette famille a fait son temps dans l'univers télévisuel. Et ce n'est pas un bon signe pour l'avenir de la saga, qui envisage soit une série, soit un film d'envergure sur Aegon le Conquérant. L'avenir nous dira si le public est lassé des maîtres dragons blonds ou bruns dans le cas de Baelor et Valar Targaryen. Ailleurs, Dunk tisse de nouvelles relations qui lui seront sans doute utiles plus tard. Même à Westeros, un réseau d'amis est essentiel pour un jeune ambitieux qui cherche à se faire une place dans ce monde compétitif. Si cela peut paraître une plaisanterie, c'est pourtant une leçon que Dunk est en train d'assimiler. S'il veut réussir dans le monde de la chevalerie, il doit avoir des relations. Pour compenser ses origines modestes, il se fait bien voir de quelques membres de la garde royale étonnamment sympathiques, bien plus agréables que Sir Criston Cole. Sur une note plus personnelle, il tente pathétiquement de séduire Tansel, la marionnettiste, sauvée par son acolyte Huff. En parlant du petit garçon chauve, ce gamin est vraiment l'un des meilleurs jeunes acteurs du moment. Hansel insuffle une vie incroyable à son personnage, déjà si attachant et plein d'humour. Désormais compagnon et écuyer de Dunk, Huff est à la hauteur de toutes les situations, que ce soit pour sauver Dunk d'une situation embarrassante ou pour aider Lionel Baratheon à gagner le tir à la corde. Et justement, en parlant de cette scène de tir à la corde, c'est un véritable chef-d'œuvre télévisuel, au même titre que la première joue du tournoi, enfin magnifiquement éclairée dans l'obscurité.
Mais la série révèle ici et là quelques failles dans le personnage de Huff, montrant qu'il n'est pas tout à fait celui qu'il prétend être. On devine qu'il cache un secret, sans pour autant le dévoiler complètement aux spectateurs qui n'ont pas lu les livres. De petits indices laissent entrevoir quelque chose. Pour un orphelin de basse naissance, il en sait long sur les seigneurs et les marchands de Westeros. Il parle également avec un accent et un dialecte plus distingués. Certains mots seraient jugés trop nobles pour un garçon issu des petites gens, et se plaint parfois du goût et de la préparation de ses repas. Enfin, il critique ouvertement la famille Targaryen. Inutile de préciser que ce garçon n'est pas de basse naissance. Le premier épisode a clairement établi que Dunk entame un parcours initiatique, même s'il ne sauvera pas une demoiselle en détresse d'un dragon, ni ne protégera tout Westeros des marcheurs blancs, il s'affirme comme un héros à part entière. Ce faisant, il redonne ses lettres de noblesse aux chevaliers errants, restés dans l'ombre pendant des siècles. Si la saison 1 représente l'intégralité du parcours initiatique de Dunk, en supposant qu'il en accomplisse plusieurs au cours de la série, il se trouve probablement au moment crucial du franchissement du premier seuil, et au cœur de l'épreuve dans l'épisode 2. Vendre son cheval bien-aimé pour une armure signifie qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, mais la vue de tous ces grands chevaliers tombant de leur monture dès le premier tour du tournoi le bouleverse. Ce n'est qu'en voyant ce moment que Dunk réalise qu'il a idéalisé Sir Harlan. Avouant à son écuyer Huff, les grands chevaliers vivent-ils ainsi et meurent-ils au bord d'un chemin boueux? Huff, lui aussi, ressent la pression lorsqu'il réalise qu'il est bien plus petit que les autres écuyers du tournoi. Si le thème du premier épisode était l'héritage, celui de celui-ci est la dignité. Qu'est-ce qui fait d'un homme un grand chevalier? La chevalerie et la justice, ou bien une naissance dans une famille respectable? Comme on l'a vu dans Game of Thrones et House of the Dragon, la définition historique de la chevalerie honorable ne s'est pas toujours appliquée aux plus grands. Jaime Lannister a abattu son propre roi, certes pour le bien commun, mais il était loin d'être vertueux. Criston Cole a trahi la souveraine légitime de Westeros simplement parce qu'elle refusait de l'épouser. L'intrigue de cet épisode repose sur la désillusion croissante de Dunk envers la chevalerie. Les chevaliers qu'il a rencontrés jusqu'ici à Sandreguier se sont pour la plupart révélés être des crétins arrogants et abusifs, loin des guerriers chevaleresques des légendes. Au départ, l'idée qu'un membre des petites gens comme Dunk puisse s'élever au-dessus de sa condition semble plausible, surtout après sa rencontre avec Sir Donnell de Sombreval. Après tout, si le fils d'un pêcheur de crabes peut devenir un grand chevalier, pourquoi pas Dunk? Mais lorsque Huff révèle que Sir Donnell n'est pas un héros du peuple, mais un membre d'une riche et puissante famille de marchands, c'est le début de la fin pour Dunk. Et il le dit bien. Quelle chance ai-je au fond? Le mépris affiché par les chevaliers envers Sir Harlan ne se limite pas à minimiser les exploits d'un chevalier errant. Il s'agit d'un rejet des valeurs que Dunk estime essentielles à la chevalerie. Ce fossé entre l'idéal et la réalité de la chevalerie semble mener Dunk à un affrontement direct avec ceux-là même qu'il aspire à rejoindre. Finalement, Dunk est si furieux qu'aucun des chevaliers, à l'exception de Baelor, ne se souviennent de son mentor et figure paternelle, car il se considère comme l'héritier de Sir Harlan, qu'il jure de profiter du tournoi de Sandreguier pour leur montrer de quoi il est capable. S'il ne peut pas les rejoindre, il les vaincra. Du moins, il espère. Les chevaliers ne sont pas les seuls à se montrer désagréables envers Dunk dans cet épisode. Du garçon d'écurie à Lady Gwyn, tous le rabaissent. Tu es grand et stupide. On a toujours traité Dunk d'idiot comme il le raconte à Huff. Mais bon, il est vraiment naïf. C'est ce qui fait son charme. Il est simple et gentil et il a un don particulier avec les chevaux. Il a bon cœur et remercie Sir Harlan de l'avoir élevé en lui inculquant le sens du bien. Alors qu'il dévoile progressivement la complexité de son héros en apparence simple d'esprit, Peter Claffey continue d'impressionner dans le rôle du sympathique Bunny Dunk, tandis que Dexter Solensel, alias Huff, joue habilement la carte de la discrétion. Leurs échanges sont parmi les moments forts de cet épisode, notamment la réponse de Huff à la remarque de Dunk selon laquelle on l'a toujours traité d'idiot. À la fin de l'épisode, Dunk a encore un long chemin à parcourir. Il est motivé par l'envie de prouver à tous qu'ils ont tort au sujet des chevaliers errants, mais surtout par le désir de restaurer le nom de Sir Harlan plutôt que de se faire un nom. Certains diront que c'est de l'altruisme, d'autres de la folie. Peut-être qu'après quelques épisodes supplémentaires, Dunk aura enfin une réponse à ceux qui le traitent d'idiot. Le prince Maekar a 4 fils, mais seul Aerion est arrivé au tournoi avec le cortège Targaryen. Dans le deuxième épisode, Dunk découvre un passage secret menant à la demeure de Lord Sandreguier. Une fois à l'intérieur, il apprend que Maekar a égaré 2 de ses enfants. Les princes Daeron et Aegon sont portés disparus depuis un jour, au cours des événements de l'épisode 2. Dunk, qui surprend une conversation, entend Baelor dire que Maekar n'aurait jamais dû ordonner à Daeron de participer au tournoi, ce qui laisse entendre que le jeune prince hésitait à s'inscrire.
L'héritier Targaryen affirme également être certain que Daeron et Aegon réapparaîtront, bien que la jeune fille, plutôt étrange, de Lord Sandregay confie à Dunk que les princes sont probablement morts. Alors que Dunk quittait les princes Targaryens, Baelor lui fit remarquer que ce chevalier nouvellement adoubé devait faire repeindre son bouclier car seul un membre de la famille de Sir Harlan pouvait participer au tournoi avec son emblème. Dunk se rendit alors auprès de Tenzel, la jeune femme qu'il avait vue auparavant dans un spectacle de marionnettes. Lorsque Tenzel lui explique qu'elle était chargée de peindre les marionnettes, il lui demanda si elle pouvait repeindre son bouclier avec un nouvel emblème. Sur un fond aux couleurs du crépuscule, il souhaite qu'un orbe semblable à celui sous lequel Huff et lui ont campé trône au centre de son emblème. Au-dessus, une étoile filante en référence au présage de bonne fortune qu'ils ont aperçu lors de leur première nuit à Sandregay. Tenzel accepte de réaliser le dessin après que Dunk se soit ridiculisé avec quelques tentatives de drague maladroites. Après avoir remis son bouclier à Tenzel, Dunk part à la rencontre de Crâne d'Acier, un armurier réputé pour son excellent travail et son savoir-faire sans fioritures. Dans le deuxième épisode, il devient vite évident que Dunk n'a pas les moyens de s'offrir les services de Crâne d'Acier. Toutefois, l'armurier semble avoir pitié de Dunk et accepte de l'aider, en échange de l'ancien aubert et du demi-casque de Sir Harlan de Labrossou, et de 600 serres d'argent. Pour trouver la somme manquante, Dunk vend sa jument bien-aimée Sweetfoot avec l'intention de la racheter une fois devenu champion. Encore un bon épisode, le duo est vraiment incroyable, il porte vraiment la série. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.